Bonjour, donc avec cette vidéo, je vais parler évidemment de 3i Atlas, puisque c'est un objet interstellaire qui défie la chronique. Il y a de plus en plus de vidéos sur YouTube. Et donc je voudrais parler de ce sujet-là, parce que je pense que c'est un sujet intéressant. En plus, quelque part, ça touche aussi au sujet de la chaîne. Donc ça me paraît tout à fait adapté. Alors, je voudrais quand même, avant de commencer, rappeler mon principe sur la chaîne, que vous soyez pas déçus, c'est que je suis pas un debunker, je suis pas un zététicien, j'ai horreur de ce genre de personnes, mais cela dit, j'aime bien aussi regarder les choses de manière pragmatique. Et j'oublie pas que je suis un technicien à l'origine, un technicien dans le domaine électronique et aussi informaticien. Donc quelque part, ça pose quand même, disons, un certain exigence au niveau des preuves et une certaine compréhension au niveau de ce qui peut se passer au niveau technique. Voilà. Donc, s'il s'agit de dire que pour moi, 3i Atlas est un vaisseau spatial, comment dire? J'y crois pas du tout. Juste, voilà, j'y crois absolument pas du tout. Donc, c'est ce dont je vais parler. Mais, mais je voudrais aller plus loin que simplement parler de ça. Je vais faire un peu le point sur ce qu'on connaît de ce sujet-là. Il y a d'autres objets interstellaires qui sont passés dans le système solaire. Mais je pense que ça doit amener à une réflexion malgré tout. C'est pas parce que je pense que c'est pas un vaisseau spatial envoyé par les extraterrestres que ça appelle pas des réflexions à ce sujet-là et puis aussi sur les potentiels dangers que court la Terre vis-à-vis de tels objets par exemple. Voilà. Alors, 3i Atlas, c'est une comète. C'est une comète, elle est définie comme une comète parce que elle a des glaces de différents matériaux qui s'évaporent à l'approche du Soleil. Les matériaux sont réchauffés, donc se transforment en vapeur et font un halo, une espèce d'halo autour de la comète, donc de l'objet. Il faut savoir que les calculs ont déterminé que c'est un objet interstellaire. Ça veut dire il ne vient pas du système solaire, il vient de l'extérieur du système solaire. En l'occurrence, il viendrait du milieu de la galaxie et il serait apparu à travers la constellation du Sagittaire. On connaît 3 autres objets seulement qui ont été découverts récemment et qui sont dans le même cas. Donc on a le célèbre Oumuamua qui est aussi passé à travers le système solaire et qui aussi est un objet extra système solaire. Donc qui a fait l'objet de pas mal de comment dire de vidéos, etc. On a aussi la comète Borisov, voilà, du nom des gens qui l'ont découvert. Voilà une photo. Hein. Donc pareil, c'est donc une comète absolument interstellaire qui a été découverte en Crimée à l'époque en 2019. Donc c'est les 3 objets en fait et Atlas évidemment 3i Atlas. D'ailleurs ça doit être pour ça qu'il est appelé comme ça. Hein. C'est le 3e objet interstellaire, donc externe au système solaire. Et Atlas, c'est le nom de ceux qui l'ont découvert. Alors Atlas, c'est un observatoire au Chili, je pense. Alors, on peut voir là un titre de 20 minutes de, entre guillemets, journaliste qui se croit intelligent en se moquant des gens. Moi, je ne me moque pas des gens. Je dis simplement, je pense pas que ça soit un vaisseau extraterrestre. Mais ces gens-là, pour la seule manière qu'ils ont de paraître intelligents, c'est de se moquer des gens
voilà, qui croient à ce genre de choses-là. Hein, c'est absolument honteux, mais malheureusement, c'est souvent comme ça dans le domaine. Il y a d'autres domaines on va dire, j'ose pas dire la science parallèle, ou en tout cas euh, voilà, qui sont en dehors des, des circuits traditionnels de l'université, des gens qui sont cooptés et financés, souvent d'ailleurs grâce à leurs connaissances, je veux dire, leurs connaissances non pas scientifiques, mais en termes de réseautage. C'est des systèmes un peu particuliers, c'est une honte. Mais malheureusement, c'est comme ça. Donc voilà, ça répond à ça. Hein. On est vraiment dans ce genre de choses-là. Alors, on a des choses qui viennent de chez les anglo-saxons. Donc, vous allez trouver sur Wikipédia 3i Atlas. À mon avis, c'est plus riche en anglais. Vous avez la même chose en français, mais je trouve que c'est un peu moins riche en termes d'informations. Et vous avez là toutes les informations. Donc, c'est un objet qui va à une vitesse très rapide. Il va à 58 km par seconde. Alors, il faut savoir que les deux précédents, Oumuamua, c'est pas facile à prononcer, et Borisov, en fait, allaient quand même à des vitesses, on va dire, du même ordre de grandeur, même si elles allaient moins vite. Je crois que c'était une trentaine et une vingtaine ou une dizaine de kilomètres par seconde, mais ça reste quand même des kilomètres par seconde, voire des dizaines de kilomètres par seconde. Donc c'est quand même très important, quoi. C'est quand même très rapide. Mais, le truc, c'est que même si c'est des vitesses qui peuvent apparaître très rapides, c'est quand même des vitesses qui sont quand même très lentes à l'échelle de l'univers. Cette comète trouverait son origine dans le centre de la galaxie. Hein, donc là, vous avez l'histoire de la découverte, donc qui peut être intéressant à aller voir. Vous avez pas mal d'explications et vous avez la trajectoire. Donc la trajectoire, euh, on voit 3i Atlas suit une trajectoire hyperbolique. Donc vous voyez un peu le dessin, hein, je vais vous l'afficher, voilà, vous voyez le dessin. Et on apprend par la suite que, vous voyez, en fait c'est une petite animation. Hein. Elle va passer, alors pas très loin de Mars, pas très loin de Vénus et de Jupiter, mais à chaque fois, ça se compte quand même en dizaines de millions de kilomètres. Donc le à côté ou proche, entre guillemets, ça reste quand même quelque chose de très très relatif en fait. Hein. En fait, c'est pas proche du tout. C'est proche dans des dimensions astronomiques, mais ça n'a rien à voir avec un passage vraiment proche au sens commun du terme. Donc, vous avez d'ailleurs là hein, les différentes comment dire, proximités. Vous avez la manière dont il peut être observé à partir de la Terre. Alors, il faut savoir que quand on regarde ça, la Terre, vous voyez, au moment du passage au plus proche, on va dire, du Soleil, eh bien la Terre va se trouver vraiment carrément de l'autre côté. Donc, il n'y aura pas de passage à proximité de la Terre. Donc ça, c'est important de bien voir ça. Donc, l'observabilité. Vous avez là le passage en fait hein, vous allez avoir le passage de la comète dans le ciel hein, si vous voulez l'observer. Vous avez l'origine, donc l'origine ça viendrait du milieu de la galaxie. Donc ça veut dire que c'est un objet qui a été comment dire, projeté il y a probablement
des centaines de millions, voire des milliards d'années, selon ce qui est donné comme information. C'est ce qui fait personnellement que j'ai beaucoup de mal avec l'idée de véhicules extraterrestres. Moi, je pense, si vous voulez, que le problème de la visite des extraterrestres, c'est que c'est vraiment... ça manque vraiment trop d'imagination. Je veux dire, quand on voit par exemple Oumuamua, voilà. Évidemment, la forme peut faire penser à quelque chose de l'ordre d'un vaisseau spatial ou quelque chose comme ça. Maintenant, les distances sont tellement grandes, les temps de parcours sont tellement importants. Euh, Moi, je pense que c'est vraiment difficile d'imaginer, parce que ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'on transpose en, si vous voulez, en faisant évoluer. Ça veut dire qu'on transpose la technologie actuelle de fusée, de vaisseau spatial telle qu'on la connaît, dans ça. Simplement, on dit voilà, ça va être plus grand, ça va être plus puissant, ça va être plus rapide, mais ça va être plus. Vous voyez, ça va pas être. Mais on ne dit pas ça va être autre chose. Ça va être autre chose. Euh, c'est ce qui se passait, par exemple, vers la fin du 19e siècle ou début du 20e, à l'époque où l'aviation prenait son envol. Bon, on imaginait facilement des embouteillages d'avions au-dessus des villes parce qu'on pensait que voilà, ça allait être l'évolution naturelle. Et puis en fait, l'évolution a pris des tournants complètement différents. Hein, par exemple, à cette époque-là, vous, on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait y avoir des choses qui existent comme les ordinateurs qu'on a de nos jours. C'était absolument incroyable. L'invention du transistor à la fin du... Enfin, je ne sais pas si c'est à la fin, en tout cas au milieu du XXe siècle plutôt, a vraiment changé du tout au tout la manière dont on voit la technologie. Il y a eu une véritable révolution plus qu'industrielle avec l'invention du transistor. Il y a eu un saut technologique qui a été un saut fantastique. C'est vraiment comme la découverte, ou c'est la découverte du feu. Non, je pense que ça c'est un peu, je sais pas, comme la... C'est au moins, oui, on va dire l'utilisation du feu, la maîtrise du feu, on va dire, plutôt la maîtrise du feu par l'être humain, hein, il y a très longtemps. C'est de cet ordre-là. On est vraiment le fait d'avoir passé de la lampe et des relais électriques au transistor a fait qu'on peut avoir une technologie maintenant en 2025 qui était inimaginable avant l'invention du transistor. C'était juste pas possible. Il pouvait y avoir, alors, il y avait des romans de science-fiction qui parlaient de robots positroniques, de choses comme ça, qui ont probablement été écrits avant le transistor, mais c'était une projection de l'esprit sur des composants du style lampe électronique toujours plus miniaturisés, toujours plus petits, mais il y avait pas de compréhension de ce qu'il pouvait y avoir d'autres, du saut technologique qui allait y avoir lieu grâce au transistor. Hein, parce que maintenant, on peut faire de l'intelligence artificielle, il y a l'informatique partout, mais c'est grâce à la technologie du transistor, des semi-conducteurs. Hein. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est, qui est arrivé dans le champ humain de manière complètement inattendue, imprévisible, et qui n'avait jamais été envisagée auparavant, et qui a conduit donc à la société dans laquelle on est maintenant. Et si vous voulez, c'est un peu, moi, ce qui me gêne avec tout ça. Hein. C'est-à-dire que, pour moi, s'il y a des extraterrestres qui peuvent visiter notre système solaire, ce sont nécessairement des gens qui ont connu un saut technologique du même ordre, hein, que ce que je décris là, et donc nécessairement leur technologie, on ne peut même pas la comprendre et on ne peut même pas l'envisager. Donc prendre un objet long et se dire que c'est plus perfectionné, etc.,
c'est vraiment trop problématique. Je pense que c'est vraiment un très gros souci. De plus, et ça fait partie du domaine de réflexion, je veux dire, la vie s'est développée d'une certaine façon sur notre planète. On peut éventuellement imaginer qu'elle se développe de la même façon sur d'autres planètes qui auraient les mêmes caractéristiques que la Terre. Ça, c'est pas impossible. Mais il y a évidemment le développement de l'être humain. Et même si on prend depuis le début, c'est quelques, je sais pas, 4 ou 5 millions d'années, il me semble, entre les premiers hominidés et puis l'être humain actuel. Donc c'est vraiment une échelle de temps qui est extrêmement infime. Euh, Comment imaginer qu'il y ait une correspondance, vous voyez, une synchronicité entre ce que nous sommes nous et puis les autres extraterrestres. On pourrait imaginer, moi ça me paraît très logique par exemple, que s'il y a des extraterrestres sur d'autres planètes qui sont comme la nôtre, en fait il faudrait chercher sur un anneau qui se trouverait à la même distance du centre de la galaxie que nous, et vous avez un anneau comme ça qui ferait tout le tour de la galaxie et où on aurait à peu près le même âge pour les étoiles et donc le même niveau de développement, etc. Mais vous imaginez une étoile qui est 1 milliard plus vieille que le Soleil, ou au contraire 1 milliard d'années plus jeune, ça change absolument tout. C'est quelque chose qui est rarement pris en compte dans les probabilités. On ne peut pas dire, voilà, on a tant d'étoiles et on applique ce probabilité sur tant d'étoiles. Non, il y a la vie a pris théoriquement 3 ou 4 milliards d'années ou peut-être 1 milliard d'années, je ne me rappelle plus exactement, pour se développer sur Terre. Donc ça prend nécessairement beaucoup de temps pour se développer, pour arriver quand même à des formes qui soient des formes, disons, compatibles avec nous, quelque part. Si vous êtes 1 milliard d'années trop tôt ou trop tard, on n'est plus compatible, on n'a plus éventuellement de choses en commun. Donc c'est quelque chose qui est vraiment important. C'est quelque chose qui est vraiment important. Et moi, ça fait toujours partie de mes réflexions quand je pense aux extraterrestres. Je pense que s'il y a des extraterrestres qui sont moins avancés que nous, bah nécessairement, on n'a aucun moyen d'avoir un contact. Il faut bien voir aussi une chose, c'est cette histoire de technologie. C'est pour ça que je suis pas trop. Quand il y a des expériences de contact avec les extraterrestres, je pense que c'est vraiment quelque chose de très illusoire. Pourquoi c'est très illusoire? Parce que on a une technologie de radio-émission en fait, qui date d'il y a pas très longtemps. En fait, ça fait quoi, un siècle qu'on fait, qu'on fait de l'émission et de la réception d'ondes. Mais qui dit que dans un siècle ou 2 siècles, c'est une technologie qu'on utilisera encore? Et donc, peut-être que en fait, peut-être qu'il y a une période pendant laquelle on utilise ce genre de technologie, mais peut-être ça ne dure pas. Et donc à ce moment-là, si vous voulez, les ondes émises par une autre civilisation, bah, elles sont générées à un moment donné, comme pour nous, hein, et elles s'en vont dans l'espace. Vous avez comme ça je sais pas, peut-être 2 ou 3 ou 5 siècles éventuellement de propagation des ondes. Et puis à un moment, bah, ça disparaît parce que voilà, il y a autre chose. Donc il y a des chances absolument infimes, mais même on a plus de chances de gagner au loto, de trouver ce genre de signal. Et pareil pour les extraterrestres qui voudraient capter les nôtres, quoi. Je veux dire, ça a vraiment pas de sens, ce type d'expérimentation, ça veut absolument rien dire. On projette finalement là où on en est sur les extraterrestres.
Alors que peut-être ils sont déjà en train de nous observer, déjà en train de nous surveiller, ils sont peut-être déjà là. Hein, on ne sait pas, on ne peut pas le savoir. Euh, je veux dire, à partir du moment où ils ont une technologie tellement avancée, ils ont probablement réussi à dépasser la vitesse de la lumière, et donc et avec des choses qu'on n'imagine même pas, que notre physique n'envisage même pas encore. Il peut y avoir des technologies quantiques dont on parle beaucoup en ce moment, mais il existe peut-être des choses qui se situent au-delà de la mécanique quantique, au-delà de ce type de physique dont on n'a même pas l'idée de l'existence. Et on ne sait même pas en fait de quoi il retourne. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances pour que, avec des extraterrestres qui viendraient, entre guillemets, visiter la Terre, j'aime pas du tout le terme, parce que c'est peut-être même pas comme ça qu'il faut envisager les choses. Je pense que l'utilisation d'une physique, je parle même pas d'une technologie, parce que la technologie va utiliser quelque part les, l'étude scientifique, mais je parle même ne serait-ce que de la physique. C'est probablement quelque chose qu'on n'a pas encore abordé et qu'on n'abordera pas avant des dizaines ou des centaines d'années. Hein. Donc je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'assez fondamental. Euh, D'autre part, bon, je ne vais pas continuer sur le développement des extraterrestres, mais vous avez compris où je veux en venir. Ça, pour moi, c'est vrai que il peut y avoir la possibilité qu'on soit absolument seul dans l'univers, mais je pense aussi que il peut éventuellement y avoir des extraterrestres, mais qui sont d'un niveau de développement tel qu'on n'a pas, on ne peut pas l'envisager. Et j'irai même plus loin. Pour que nous ayons un contact avec des extraterrestres, il faut nécessairement qu'ils maîtrisent une physique, c'est même au-delà de la technologie, il faut nécessairement qu'ils maîtrisent une physique que nous ne connaissons même pas, que nous n'envisageons même pas encore. Hein. Ça, c'est vraiment fondamental, c'est nécessaire. Parce que les distances qu'il y a à franchir sont tellement énormes qu'il n'y a pas d'autre solution. La physique que nous connaissons actuellement, celle qui peut éventuellement nous mener, et ça pour l'instant c'est que des prospectives, mais aux portes de la vitesse de la lumière sont absolument pas suffisantes pour pouvoir faire un voyage interstellaire, à l'heure actuelle en tout cas. Donc voilà. Alors, il y a un certain nombre de... Donc ça, c'est pour la partie extraterrestre, hein, puisqu'on parle du sujet. Moi, je suis vraiment partisan d'envisager les théories les plus folles au niveau des extraterrestres, parce que je pense que c'est vraiment la solution la plus raisonnable pour avoir un angle de réflexion. Je pensais par exemple, avant de changer de sujet, il y a la communication avec les extraterrestres. C'est un sujet qui est intéressant parce que c'est un sujet auquel j'ai réfléchi plusieurs fois. Je pense que c'est important de réfléchir à ce genre de sujet. Comment on peut communiquer avec les extraterrestres? Pour moi, la communication telle qu'elle est faite à l'heure actuelle, donc par l'envoi d'ondes ou par les messages qui sont sur les sondes, etc., c'est quelque chose de très anthropocentrique, ça veut dire qui est très centré sur l'humain et qui finalement n'a rien à voir avec les extraterrestres. Quand on fait ce genre d'expérience, on prouve rien, on essaye juste, c'est plutôt un dialogue de l'être humain avec lui-même. Ça n'a rien de vouloir
ça n'a rien à voir avec le fait de vouloir discuter avec éventuellement des extraterrestres. Pourquoi? Bah, tout simplement pour la même raison que pour l'histoire du voyage. C'est-à-dire que à partir du moment où vous voulez communiquer avec les extraterrestres, vous devez nécessairement utiliser une physique, hein, qui est une physique qu'on n'a pas encore trouvée. Alors éventuellement, il peut y avoir le fait de discuter avec des extraterrestres avec une physique qu'on maîtrise, mais aux limites quelque part de la technologie, hein. Par exemple, euh, tout ce qui est intrication quantique ou ce genre de choses-là. Donc, euh, ou des choses un peu assez originales. Hum, qui jouent par exemple sur la nature de la communication. Par exemple, essayer d'étudier comment réagissent dans une expérience de chimie les matériaux en fonction du temps, en fonction des conditions, ce genre de choses-là. Ça peut éventuellement être un objet de communication avec des extraterrestres. Il peut y avoir d'autres choses, mais les ondes radio sont pas nécessairement ce qu'il y a de plus pertinent à mon avis dans l'histoire. Les ondes radio mettent la vitesse de la lumière pour franchir des distances et elles n'ont ça n'a rien comment dire, de compatible avec le temps. Donc éventuellement, utiliser certains aspects de la mécanique quantique, par exemple, pourquoi pas? Ça peut être faire des expériences autour de ce type de sujet, à mon avis, me paraît beaucoup plus pertinent et peut-être il peut y avoir des choses à observer de l'ordre de parasites, d'accidents, de phénomènes bizarres, de choses comme ça, peut-être. C'est peut-être comme ça qu'on peut euh, observer des choses. Il y a l'intrication quantique qui peut éventuellement euh, passer outre la vitesse de la lumière, qui peut fournir aussi quelque chose d'intéressant éventuellement dans le domaine. Donc, en fait, le, le, le problème que je vois, moi, avec toutes ces... C'est vrai que c'est beau, hein, c'est beau comme un vaisseau spatial, mais le problème que je vois, c'est que c'est vraiment trop anthropocentré. Ça veut dire c'est trop centré sur l'être humain et sur son niveau de développement actuel. Mais si vous prenez, si vous voulez, si vous prenez une voiture et un homme préhistorique, je pense que l'homme préhistorique est capable de comprendre le pourquoi et le comment du fonctionnement d'une voiture. Hein, il est capable de comprendre que s'il rentre dans la voiture et qu'il tourne le volant, un peu comme Jacouille dans le film Les Visiteurs, ça va diriger la voiture. Par contre, il va être absolument incapable de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Ça, c'est impossible. Ça, c'est vraiment de l'ordre de l'impossible. C'est un saut technologique qui est tellement important et qui fait appel à une physique qu'il n'est pas capable de comprendre, alors qu'il est capable de comprendre la physique de la voiture, hein. Et pourtant, ça a été inventé il n'y a pas si longtemps que ça. L'ordinateur, pour le coup, il est absolument incapable de comprendre le saut technologique. Et je pense que ça, c'est vraiment ça doit nous donner cet angle de réflexion-là. Quand on réfléchit aux ovnis, quand on réfléchit aux extraterrestres, aux rencontres, etc., on doit jamais perdre de vue cet aspect-là des choses. Et je pense que malheureusement, trop souvent, on a tendance à trop ramener ce qui se passe au niveau, entre guillemets, des extraterrestres, des ovnis, etc., à nos moyens technologiques, mais alors que nécessairement, les moyens qui seraient utilisés par des extraterrestres sont nécessairement des moyens extraordinaires d'une physique que nous ne maîtrisons pas, nécessairement.
Alors, ça, c'est la question. Maintenant, je voulais... Le problème de tous ces trucs-là, de tous ces... de tous ces trucs qui circulent dans le système solaire, c'est qu'évidemment, ça crée un problème, ça crée même un sacré danger, en fait, parce que euh, la, la comète Borisov, donc c'est en 2019, hein, Oumuamua, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, je crois, hein. Je suis en train de rechercher là dans l'article de la NASA. C'était aussi aux alentours de 2019 finalement. 2017, il a été découvert. Ok. Donc voilà, on est à peu près dans la même période et Atlas, bah, c'est 2025. Donc voilà, on voit quand même que de temps en autre, il y a des objets qui circulent dans l'espace. Il y a des objets, hein, qui circulent comme ça dans l'espace et qui viennent d'on ne sait où et surtout qui sont pas prévisibles, hein. Et ça, à mon avis, ça c'est un très gros problème. C'est un très très gros problème parce que on ne sait pas en fait, on sait pas vraiment d'où ils viennent, on comprend pas les mécanismes. Est-ce que il n'y a pas des régions dans l'espace où ce type d'objet pourrait être plus dense? Est-ce que par exemple on pourrait pas être à un moment où on rentre dans une zone où ce type d'objet est plus courant et sans poser de péril direct à la Terre? Je veux dire, par exemple, bah, c'est le cas si vous avez un objet qui vient percuter la Terre. Bon, voilà. Je pense qu'à cette masse et ce genre de vitesse, c'est un peu terminé pour tout le monde. Mais on peut imaginer les perturbations de plusieurs ordres qui peuvent intervenir dans le système solaire à ce moment-là. Vous pouvez avoir ce type d'objet, par exemple, qui va faire du billard avec la ceinture d'astéroïdes. Et bah, vous imaginez un peu, hein, qui tape dans la ceinture d'astéroïdes ou qui vient frapper dans une planète du style Mars ou Vénus ou autre, ou qui perturbe le champ gravitationnel et donc bah, qui déplace par exemple les planètes sur leur orbite. Et à ce moment-là, bah, ça aura un impact nécessairement sur la Terre. Alors même si c'est pas un gros impact, ça peut être un impact suffisant pour mettre en jeu ou en danger la vie sur Terre telle que nous la connaissons. Donc quand je dis telle que nous la connaissons, ça ne veut pas dire effacer du jour au lendemain, mais ça veut dire que peut-être ça peut... on parle actuellement de réchauffement climatique, hein, mais ça peut soit pousser plus le réchauffement climatique, soit au contraire refroidir plus la planète. Donc il y a vraiment quand même un sujet, à mon avis, assez important. C'est pas un sujet à régler dans les années qui viennent, mais par contre, c'est probablement un sujet à régler dans les dizaines d'années qui viennent, de manière à avoir des systèmes de détection assez lointains et aussi à avoir des systèmes qui permettent éventuellement de faire dévier de leur trajectoire ce type d'objet si c'est possible. Moi, je sais pas, hein, je suis pas un spécialiste, mais est-ce que c'est possible de faire dévier ce type d'objet? Bon, visiblement, j'ai l'impression que ça pose quand même un problème parce que actuellement, comme leur vitesse, elle est importante, et j'ai pas l'impression que avec les fusées, enfin tout ce qu'il y a à l'heure actuelle, on serait capable de pouvoir jouer suffisamment loin en amont sur la trajectoire de ces objets-là pour éviter qu'ils aient un impact négatif sur la Terre, donc soit direct, soit indirect. Et ça peut être aussi, par exemple, on peut imaginer, hein, on voit que c'est une comète avec un nuage, etc. Euh, tout va bien quand il y a un nuage qui est composé d'éléments assez inertes, mais si vous avez là-dedans des éléments qui sont des éléments nocifs à la vie, par exemple, bah éventuellement ça peut quand même poser un sacré problème.
à un moment donné. Donc, et encore une fois, si la, la Terre, faut bien voir que le système solaire se déplace dans l'univers. Le système solaire, il est pas fixe, évidemment. Le système solaire est sur un des bras de la galaxie. Donc je vais... où est-ce qu'il y a... J'avais une photo de la galaxie. Euh, Bon, j'avais vu des photos de la galaxie, mais le truc, c'est que à partir du moment où... voilà, ça c'est l'animation. Si on arrive, si on devait arriver, donc le système solaire se déplace vers, bon, il suit en fait le nuage galactique, hein. Donc au fur et à mesure où il se déplace, bah, évidemment la région de l'espace dans lequel il passe change et éventuellement on peut arriver dans des situations où vous avez plus de ce genre d'objets qui vont peut-être traverser le système solaire. Donc à ce moment-là, peut-être il faut avoir prévu des choses pour pouvoir éviter les problèmes tant que faire se peut. C'est peut-être pas si simple que ça à envisager, mais en tout cas, c'est quelque chose d'un peu plus passionnant que de fabriquer des drones pour se mettre sur la tronche sur Terre, quoi. En tout cas, donc ça peut vraiment être quelque chose d'assez intéressant et d'assez passionnant, quoi. Voilà, bah écoutez, je vous remercie et n'hésitez pas à commenter et je vous souhaite une bonne journée.